Bienvenue dans notre podcast consacré à l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les bases de la prononciation, de l'alphabet et des sons difficiles. Restez avec nous jusqu'au bout et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Bonjour à tous, moi c'est Amine. Je suis un apprenant du français et comme beaucoup, je rencontre des difficultés avec la prononciation, les voyelles, les sons nasaux et toutes ces petites subtilités de la langue. Et moi, c'est Karim. Je suis là pour accompagner Amine, et vous aussi, chers auditeurs, à mieux comprendre ces bases du français. Ensemble, nous allons progresser pas à pas. Et surtout, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour suivre tous nos prochains épisodes. Tu sais, depuis quelque temps, je me rends compte que je comprends un peu le français quand je le lis, mais dès que quelqu'un me parle rapidement, j'ai l'impression de perdre le fil. C'est comme si les mots glissaient les uns sur les autres et je n'arrive pas à distinguer les sons. Je crois que mon problème vient surtout de la prononciation, parce que même les lettres de l'alphabet ne sortent pas toujours de ma bouche comme il faut. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, parce que j'ai traversé exactement la même difficulté. Au début, je pensais que le plus important, c'était seulement d'apprendre beaucoup de vocabulaire et des règles de grammaire. Mais à force de parler avec des francophones, je me suis aperçu que si la prononciation n'est pas correcte, même une phrase très simple peut devenir incompréhensible pour l'autre. C'est pour ça que je me suis mis à travailler sérieusement sur l'alphabet et sur la façon dont chaque lettre se prononce. Donc tu veux dire que pour bien progresser, il faut repartir à la base, c'est-à-dire apprendre non seulement l'alphabet en entier, mais aussi la manière de prononcer chaque lettre correctement, surtout celles qui ne ressemblent pas à celles de notre langue maternelle. Parce que parfois on croit savoir lire ou parler, mais quand on compare avec un natif, on entend tout de suite une différence énorme. Exactement, et c'est ça qui fait la force d'un bon apprentissage. Tu peux connaître 1000 mots, mais si tu les prononces mal, les gens risquent de ne pas te comprendre, ou pire encore, de comprendre autre chose que ce que tu voulais dire. C'est pour ça que je propose qu'on reprenne ensemble, étape par étape, l'alphabet français, puis les lettres qui posent problème, et enfin les sons particuliers, comme les voyelles nasales. On peut se motiver à deux et corriger nos erreurs au fur et à mesure. Alors, commençons par la base, l'alphabet. Je sais qu'il y a 26 lettres, comme en anglais, mais ce qui me trouble, c'est la façon dont certaines lettres se prononcent. Par exemple, la lettre E peut avoir des sons différents selon le mot, parfois muet, parfois fermé, parfois ouvert. Et quand je récite l'alphabet, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir la même intonation que les Français, surtout sur les lettres comme G, J ou même R. C'est vrai que l'alphabet français paraît simple au premier regard, parce qu'on reconnaît les mêmes lettres que dans d'autres langues. Mais la grande différence, c'est la prononciation. Chaque lettre a une manière bien précise d'être dite. Et ce qui déstabilise beaucoup d'apprenants, c'est que certaines lettres se ressemblent énormément à l'oreille. Par exemple, si tu écoutes bien, B et P sont proches, mais la vibration de la voix change tout. Idem pour D et T. Et puis, comme tu l'as mentionné, les voyelles, surtout le E, sont un vrai défi parce qu'il existe plusieurs sons pour une même lettre. Je vois. Donc, réciter l'alphabet sans comprendre la prononciation exacte, ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être qu'on devrait prendre le temps de répéter chaque lettre, comme si on faisait un petit entraînement de diction. Et pour être sûr, on pourrait comparer nos sons, voir si l'un de nous fait une erreur, et corriger immédiatement. Ce serait une manière d'entraîner notre oreille et notre bouche en même temps. Bonne idée, c'est comme ça qu'on progresse, en se corrigeant mutuellement. Par exemple, si je dis « G » et que je le prononce comme en anglais, tu pourrais me rappeler que, en français, G devant E ou I se prononce comme un J. Tu vois, ce sont de petits détails, mais ils font toute la différence. Et puis, n'oublions pas que l'alphabet est la fondation de tout le reste. Si on sait prononcer correctement chaque lettre isolée, il sera beaucoup plus facile de prononcer correctement les mots entiers ensuite. Tu sais, en parlant de lettres compliquées, j'ai remarqué qu'il y en a quelques-unes qui posent problème à presque tout le monde. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec la lettre R. À chaque fois que j'essaie de la prononcer, on entend soit un son trop roulé, comme en espagnol ou en arabe, soit un son qui disparaît complètement. Et pourtant, quand un Français parle, son R est tellement clair, mais en même temps, il ne forçait pas dessus. Ça m'énerve un peu parce que je n'arrive pas à trouver le juste milieu.
Ah oui, le fameux R français. C'est vraiment une lettre redoutable pour la majorité des apprenants. Contrairement à d'autres langues, où le R se roule avec la langue, en français, il se produit plutôt dans la gorge, avec un léger frottement de l'air. Ce n'est pas un son qu'on obtient naturellement si on n'a pas grandi avec la langue. Moi aussi, j'ai eu ce problème. Je roulais toujours le R, et les francophones me disaient que j'avais un accent étranger très fort. Mais, à force d'écouter et d'imiter, j'ai compris qu'il fallait détendre la gorge, laisser passer un peu d'air, comme si on voulait racler légèrement, mais sans forcer. Donc en fait, il ne faut pas essayer de le rouler comme on le ferait dans d'autres langues, mais plutôt se concentrer sur ce petit frottement qui vient du fond de la gorge. Ça explique pourquoi, quand j'essaie de le rouler, ça sonne bizarre et pas naturel. Mais il n'y a pas que le R qui me pose problème, j'avoue. Que le U français est un cauchemar pour moi. À chaque fois que je veux le prononcer, il sort comme un OU, alors que je sais que ce n'est pas correct. Quand je dis lune, par exemple, ça sonne comme loun, et les gens rigolent. Ah, le U, je confirme, c'est une autre grande difficulté. Ce son n'existe pas dans beaucoup de langues, c'est pour ça qu'il est si compliqué à reproduire. La technique que j'ai apprise, c'est de placer la bouche comme pour dire I, mais d'arrondir les lèvres comme pour dire OU. Au début, ça paraît impossible, mais avec un peu d'entraînement, ça devient plus naturel. Et tu sais quoi? Le meilleur moyen de progresser, c'est de comparer OU et U en les répétant l'un après l'autre. OU, U, OU, U. Ça entraîne vraiment bien l'oreille et la bouche. En fait, plus on parle de prononciation, plus je réalise que ce sont surtout les voyelles qui posent problème. Parce qu'avec les consonnes, même si on fait une petite erreur, les gens arrivent à deviner le mot. Mais avec les voyelles, si tu les prononces mal, le sens change complètement. Par exemple, quand je dis beau et bas, si je n'articule pas bien, ça devient presque la même chose. Et du coup, la personne en face peut comprendre une phrase totalement différente. C'est exactement ça. En français, les voyelles sont essentielles, parce qu'elles portent le rythme et la clarté de la langue. D'ailleurs, les enseignants disent souvent que si on maîtrise les voyelles, on a déjà fait la moitié du chemin. Ce qui complique les choses, c'est qu'il existe plusieurs types de voyelles. Des voyelles orales et des voyelles nasales. Les voyelles orales comme A, E, I, O, U sortent directement de la bouche sans passer par le nez. Mais dès qu'on ajoute la nasalisation, comme dans on ou un, ça devient un autre monde. Oui, justement, moi je mélange souvent les sons nasaux. Quand je veux dire pain, on me corrige et on me dit que j'ai prononcé comme panne. Et parfois quand j'essaie de dire bon, ça sort comme beau. C'est un peu décourageant parce que j'ai l'impression que mon oreille n'arrive pas encore à distinguer ces petites nuances. Mais en réalité, je sens que si je faisais plus attention aux voyelles, ma prononciation générale s'améliorerait vite. Tu as tout à fait raison. La clé, c'est de s'entraîner à écouter les différences, même si elles paraissent infimes au début. Les francophones, eux, les entendent tout de suite, alors que pour nous, ça sonne presque pareil. Je pense que la meilleure stratégie, c'est d'associer chaque voyelle à un mot simple et de le répéter souvent. Par exemple, A comme dans maman, I comme dans ici, U comme dans lune, et pour les nasales, en comme dans enfant, on comme dans bonbon, un comme dans lundi. Si on répète ça régulièrement, ça finit par rentrer naturellement. Alors, parlons sérieusement des sons nasaux, parce que pour moi, c'est un vrai casse-tête. Chaque fois que j'entends un Français dire un mot comme enfant, bon ou lundi, j'ai l'impression que le son ne sort pas complètement de la bouche. C'est comme si la voix passait par un autre chemin, et je ne comprends pas comment ils font. Moi, quand j'essaye, ça sort toujours trop fermé ou trop proche d'une voyelle normale, et du coup, ça sonne faux. C'est exactement ça, parce que les sons nasaux ne sortent pas uniquement par la bouche. En fait, quand tu prononces une voyelle nasale en français, l'air passe à la fois par la bouche et par le nez. C'est ce mélange qui donne ce son particulier. Mais attention, il ne faut pas exagérer et parler du nez comme si on était enrhumé. C'est un équilibre subtil. Une partie de l'air passe par le nez, mais la bouche continue de travailler aussi. D'accord. Donc, c'est un mélange entre les deux. Mais comment distinguer les différents sons? Parce que moi, quand je dis en et on, j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup. Et quand j'essaie de dire un, alors là, c'est le chaos complet. Personne ne comprend ce que je veux dire.
Est-ce que tu as trouvé une technique pour mieux entendre et mieux prononcer ces différences? Oui, j'ai trouvé une petite astuce qui m'a vraiment aidé. D'abord, il faut associer chaque son nasal à un mot très simple et très courant pour que ton cerveau enregistre une image claire. Par exemple, pour « en », tu penses à « maman » ou « enfant ». Pour « on », tu dis « bonbon » ou « maison ». Et pour « un », tu penses à « lundi » ou « un seul ». Ensuite, tu prends le temps de comparer les sons entre eux, lentement. En, on, un. Tu les répètes plusieurs fois, en exagérant un peu au début, pour sentir la différence. Petit à petit, ton oreille va s'habituer et tu vas pouvoir les utiliser dans des phrases sans réfléchir. C'est vrai que quand tu les prononces, on entend bien la différence. Je crois que mon problème, c'est que je vais trop vite, je veux prononcer le mot entier, alors que je devrais m'arrêter sur la voyelle elle-même, la travailler isolée, avant de l'intégrer dans un mot. C'est comme un entraînement sportif en fait. Tu répètes un mouvement jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Exactement, c'est le même principe. Et tu verras, une fois que tu auras apprivoisé les sons nasaux, ta prononciation va paraître beaucoup plus naturelle. Les francophones remarqueront immédiatement la différence parce que ce sont des sons très caractéristiques du français. C'est comme une signature sonore de la langue. Maintenant que tu parles des sons caractéristiques du français, je réalise qu'il n'y a pas que les voyelles et les nasales qui posent problème. Les consonnes aussi sont parfois piégeuses. Par exemple, moi je me trompe souvent entre G et J. Quand je veux dire gare, je le prononce correctement. Mais dès qu'il y a J ou G, ça devient compliqué et je me retrouve à faire un son qui ressemble à de l'anglais. Et puis, le J dans jamais, j'ai l'impression que ma bouche n'arrive pas à le sortir naturellement. Comme si ça coinçait. Ah oui, c'est un grand classique. En fait, le G en français a deux visages. Devant A, O ou U, il se prononce comme un G dur, comme dans gare ou gomme. Mais devant E ou I, il devient doux et ça donne un son proche du J. Par exemple, dans gilet, le G se prononce comme J. Quant à la lettre J, elle garde toujours ce son doux, comme dans jamais, jour ou jeune. Si tu penses à ce son comme une sorte de ZH en anglais, ça peut t'aider. D'accord, donc en résumé, G peut être dur ou doux selon la voyelle qui suit. Et le J est toujours doux. Je vais essayer de retenir ça. Mais il n'y a pas que ça. J'ai remarqué que le S est aussi trompeur. Parfois il se prononce comme un S normal et parfois comme un Z. Du coup, quand je lis un mot comme maison, je suis tenté de dire maison avec un S sec. Mais en réalité, il faut faire un son de Z. Exactement. Tu touches à un point important. En français, le S entre deux voyelles se prononce comme un Z. C'est pour ça qu'on dit maison et pas maison. Mais au début ou à la fin d'un mot, ou quand il n'est pas entre deux voyelles, il reste un S classique comme dans soleil ou passe. Et si jamais tu vois deux S au milieu d'un mot, comme dans presse, là, c'est obligatoirement un S sec pour éviter la confusion. Ah, ça me rassure, parce que je pensais que c'était une règle compliquée. Mais en fait, c'est logique. Un seul S entre deux voyelles sonne comme un Z, et deux S gardent le son S. Je vais m'entraîner à lire des mots à voix haute en faisant attention à ça. Et puis, il y a aussi CH, qui me perturbe. Parfois, je veux le prononcer comme un anglais, mais je sais qu'en français, c'est différent. Oui, en français, CH donne presque toujours un son ch, comme dans chaise ou chien. Mais attention, il y a quelques exceptions, surtout dans les mots d'origine grecque, où CH se prononce comme un que, par exemple dans chorale ou chimie. Ce sont pas les plus nombreux, mais il faut les connaître pour ne pas être surpris. Tu sais, il y a une autre chose qui me déstabilise énormément quand j'écoute des Français parler, ce sont les liaisons. Quand je lis une phrase sur le papier, je vois les mots séparés. Je me prépare à les prononcer un par un. Mais quand un natif parle, il colle les mots entre eux et je n'arrive plus à reconnaître les frontières. Par exemple, quand quelqu'un dit « vous avez », j'entends « vous avez » et je ne comprends pas d'où sort ce « z ». C'est normal, parce que la liaison est une règle très particulière du français. En fait, quand un mot se termine par une consonne muette et que le mot suivant commence par une voyelle, cette consonne se prononce pour lier les deux mots. C'est ce qui se passe dans « vous avez ». Normalement, le S de « vous » est muet, mais comme le mot suivant commence par une voyelle, on doit le prononcer et ça devient « vous avez ».
C'est une façon de rendre la langue plus fluide et plus agréable à l'oreille. D'accord, donc en fait, ce n'est pas une consonne inventée, c'est simplement une consonne écrite, mais d'habitude muette, qui ressurgit dans certaines situations. Mais alors, est-ce que c'est obligatoire? Parce que parfois, j'entends des Français qui font la liaison et d'autres qui ne la font pas. Du coup, je ne sais pas si je dois toujours la respecter ou si c'est seulement une question de style. Bonne remarque. En réalité, il y a 3 types de liaisons. Les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. Les obligatoires, ce sont celles qu'on doit absolument faire, comme « vous avez »,« les enfants » ou « mon ami ». Si tu ne les fais pas, ça sonne incorrect. Les facultatives, tu peux les faire ou non, selon si tu veux parler de manière plus soutenue. Par exemple, « ils ont attendu », tu peux dire « ils ont attendu », mais si tu dis « ils ont attendu », ce n'est pas une faute, juste un style plus relâché. Et enfin, les interdites, ce sont celles qu'il ne faut jamais faire, comme dans « et elle ». On ne dit pas « est-elle », mais simplement « et elle ». Ah, je comprends mieux maintenant. Donc ce n'est pas une règle arbitraire, il y a vraiment une logique. Mais je dois avouer que ça rend la langue encore plus difficile à suivre quand on écoute une conversation rapide. Parce qu'avec toutes ces liaisons, les mots se transforment complètement. Parfois, je prends entendre un seul mot, alors qu'en réalité, ce sont 2 ou 3 mots collés. C'est vrai, mais justement, c'est ça qui fait la beauté et le rythme du français. Et tu verras, plus ton oreille va s'habituer, plus tu vas reconnaître les liaisons naturellement. Le meilleur entraînement, c'est d'écouter beaucoup de dialogues ou de chansons françaises et de répéter à haute voix. À force, ton cerveau va enregistrer ces automatismes et tu feras les liaisons sans même réfléchir. Il y a aussi quelque chose qui me rend fou quand j'essaie de lire à voix haute en français, ce sont toutes ces lettres muettes. Je ne comprends pas pourquoi on les écrit si on ne les prononce pas. Par exemple, dans beaucoup, il y a plein de lettres à la fin, mais on ne les entend jamais. Et pareil pour tant. On lit toutes ces lettres, mais au final, on dit juste « tant ». Franchement, c'est vraiment un piège pour ceux qui apprennent. Ah oui, les lettres muettes, c'est l'une des plus grandes frustrations des apprenants, et même parfois des enfants français eux-mêmes quand ils commencent à lire. Mais en réalité, elles ont une raison d'exister. Historiquement, elles rappellent l'ancienne prononciation, ou elles servent à distinguer les mots à l'écrit. Mais aujourd'hui, à l'oral, elles disparaissent presque toujours. Tu as raison, dans beaucoup, on n'entend que beaucoup, et dans tant, on n'entend que tant. Donc, si je comprends bien, il ne faut pas chercher à prononcer toutes les lettres, il faut juste savoir quand elles sont muettes et quand elles ne le sont pas. Mais comment retenir ça? Parce que parfois je me dis que je vais simplifier, je ne prononce pas la dernière consonne. Et là, tout à coup, j'entends un Français qui la prononce dans un autre mot. C'est vraiment déroutant. Tu as tout à fait raison. Et la règle générale, c'est que la plupart des consonnes finales ne se prononcent pas. Surtout les T, S, D, P et X. Par exemple, chat, vous, grand, beaucoup, pris. Mais attention, il y a des exceptions, comme dans avec ou cette. Et il y a aussi les cas où la consonne finale réapparaît grâce à la liaison, comme on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut pas mémoriser les lettres muettes une par une, mais apprendre les mots les plus courants avec leur prononciation correcte. Petit à petit, ton cerveau retiendra automatiquement. Oui, je crois que tu as raison. Quand j'entends souvent un mot dans son contexte, je finis par me souvenir de la bonne prononciation, même si l'orthographe me perturbe encore. Peut-être que le secret, c'est de moins se fier à l'écrit au début et de plus écouter et répéter, pour habituer ma bouche à la prononciation naturelle. Exactement. Le français est une langue où l'écart entre l'écrit et l'oral est énorme. Si tu apprends seulement en lisant, tu risques de faire plein d'erreurs de prononciation. Mais si tu écoutes d'abord et que tu répètes, tu vas progressivement comprendre que l'écrit est comme un guide, pas une vérité absolue. Il y a quelque chose qui me trouble aussi quand j'écoute des Français parler, c'est le rythme de leurs phrases. Dans ma langue maternelle, on appuie toujours sur certaines syllabes pour donner de l'énergie aux mots. Mais en français, j'ai l'impression que l'accent tonique n'est pas mis au même endroit. Du coup, quand je parle, on me dit souvent que j'ai un accent étranger très fort, même si les mots que j'utilise sont corrects. Tu as mis le doigt sur une des grandes particularités du français. Dans beaucoup de langues, l'accent tonique tombe sur une syllabe précise, souvent au début ou au milieu du mot. Mais en français, ce n'est pas comme ça. L'accent tonique est presque toujours placé sur la dernière syllabe du groupe de mots, pas sur un mot isolé. Par exemple, si tu dis « le petit garçon », tu dois accentuer la syllabe « son » à la fin, pas « peu » ou « ti ». C'est le rythme global de la phrase qui compte, plus que l'accent sur un mot en particulier.
Ah, donc c'est ça qui me perturbe. Moi, naturellement, j'ai tendance à appuyer sur le début du mot, comme dans petit garçon, alors que les Français disent plutôt petit garçon. C'est une habitude difficile à changer parce qu'elle vient de ma langue maternelle. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi mes phrases sonnent étranges aux oreilles des francophones. Oui, c'est exactement ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le français est une langue syllabique, c'est-à-dire que toutes les syllabes sont presque prononcées avec la même durée, sans trop de variations. Ce n'est pas comme l'anglais, par exemple, qui est une langue accentuelle, où certaines syllabes sont très fortes et d'autres presque avalées. En français, chaque syllabe compte, et le rythme est plus régulier. C'est pour ça que si tu veux paraître naturel, il faut essayer de garder ce rythme régulier, tout en mettant un léger accent sur la fin du groupe de mots. C'est un peu comme si chaque phrase était une petite mélodie, avec un tempo régulier et une note finale plus marquée. Je pense que si je m'entraîne à lire des phrases entières à haute voix, en faisant attention à accentuer la fin, je pourrais m'habituer à ce rythme particulier. Ça me demandera un peu de temps, mais au moins je sais maintenant où concentrer mes efforts. Exactement, c'est une très bonne idée. Lire à voix haute, répéter des dialogues ou même imiter des acteurs dans des films français, c'est un excellent exercice pour adopter le bon rythme. Et une fois que tu l'auras intégré, ton accent étranger paraîtra beaucoup moins marqué parce que tu parleras vraiment à la française. Tu sais, après avoir compris le rythme et l'accent tonique, je me rends compte qu'il y a encore un autre aspect qui me perturbe, l'intonation. Même quand je prononce les mots correctement, ma voix ne monte et ne descend pas comme celle d'un Français. Résultat, mes phrases paraissent plates ou monotones, et parfois, elles ne transmettent pas le bon sens ou l'émotion. Oui, c'est un point très important. L'intonation, c'est ce qui donne vie aux phrases. Elle permet de distinguer une question d'une affirmation, de montrer une émotion, ou simplement de rendre la conversation plus naturelle. Par exemple, dans une question comme « Tu viens ce soir ?», la voix monte légèrement à la fin, alors que dans une affirmation, elle descend doucement. Sans cette variation, même si les mots sont corrects, la phrase peut sembler artificielle ou difficile à comprendre. Exactement. Moi, quand je lis une question, je ne fais pas toujours monter la voix. Du coup, parfois, les Français me répondent comme si j'avais dit une affirmation, alors que je voulais poser une question. Je n'avais jamais réalisé à quel point l'intonation était cruciale pour être compris correctement. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à écouter et à répéter. Tu peux écouter des dialogues ou des émissions françaises et observer comment la voix varie. La bonne nouvelle, c'est que l'intonation est quelque chose que tu peux améliorer rapidement avec un peu de pratique. Il suffit de prêter attention aux phrases, de noter comment la voix monte ou descend et de répéter plusieurs fois à haute voix. Oui, je vois. C'est un peu comme apprendre à chanter sur le ton juste. Tu dois écouter attentivement, sentir la variation et ensuite reproduire le mouvement avec ta propre voix. Je pense que si je combine tout ce qu'on a vu jusqu'ici, lettres, voyelles, nasales, consonnes, rythme et intonation, je pourrais vraiment parler français de manière beaucoup plus naturelle. Exactement. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui connaît le français sur le papier et quelqu'un qui le parle vraiment avec fluidité et nature. L'intonation, c'est la touche finale qui rend ton français vivant et compréhensible pour les natifs. Tu sais, après avoir bien compris les liaisons obligatoires, je me demande ce qu'il en est des liaisons facultatives. J'ai remarqué que certains Français les font dans des phrases et d'autres non. Parfois j'entends « ils ont été » prononcé avec la liaison et parfois sans. Ça me perturbe, je ne sais jamais si je dois la faire ou pas quand je parle. Oui, c'est normal. Les liaisons facultatives ne sont pas obligatoires, mais elles donnent un français plus élégant et fluide. Par exemple, dans une phrase comme « ils ont été contents », tu peux dire « ils ont été contents » ou « ils ont été contents ». Les deux sont corrects. Mais quand tu fais la liaison, la phrase coule mieux et sonne plus naturelle. C'est souvent utilisé à l'oral par les personnes qui parlent un français soigné ou soutenu. Ah, je comprends. Donc ce n'est pas une faute de ne pas faire ces liaisons, mais si je veux paraître plus naturel ou plus proche d'un français de natif, il vaut mieux les utiliser. Est-ce qu'il y a des règles pour savoir quand c'est conseillé de les faire ? Oui, il y a quelques indications. Les liaisons facultatives apparaissent souvent dans des contextes plus soutenus, dans des phrases rapides ou élégantes, et quand tu veux éviter que les mots sonnent trop séparés. Par exemple, dans « vous êtes ici depuis longtemps », tu peux faire la liaison entre « vous » et « êtes » pour que ça devienne « vous êtes ici ».
Mais si tu parles de manière très informelle, tu peux ne pas la faire et ça reste compréhensible. D'accord, je vois. Donc, la clé, c'est d'écouter comment les natifs parlent dans différentes situations et de s'adapter. Dans un contexte formel, on fait la liaison. Dans un contexte familier, ce n'est pas nécessaire. C'est un peu comme un code que je dois apprendre pour savoir quand je peux simplifier et quand je dois être précis. Exactement. Et c'est pour ça que l'écoute est primordiale. Si tu écoutes des dialogues, des émissions ou même des podcasts français, tu vas finir par entendre intuitivement quand les liaisons facultatives sont faites ou non. Et en répétant, tu vas progressivement intégrer ce rythme fluide dans ton français, ce qui rendra tes phrases beaucoup plus naturelles. En parlant de fluidité, j'ai remarqué un autre truc qui me perturbe souvent, les voyelles finales. Parfois, je prononce toutes les lettres d'un mot jusqu'au bout, mais un Français semble raccourcir le mot, comme s'il le tronquait. Par exemple, dans « parler », il semble parfois dire « parler », avec une voyelle très légère à la fin, presque imperceptible. Ça change complètement le rythme de la phrase. Oui, c'est un aspect très important pour parler de manière naturelle. En français, beaucoup de mots perdent la dernière voyelle à l'oral ou la prononcent très faiblement. Ce n'est pas une erreur, c'est juste le français « parler ». Par exemple, « je parle » se dit clairement, mais dans une conversation rapide, le « e » final peut presque disparaître et ça devient « je parle ». C'est ce qui donne le côté fluide et rapide de la langue. Ah, je comprends. Donc, au lieu de prononcer chaque lettre comme si je lisais un texte, il faut savoir adapter la prononciation en fonction de la vitesse et du contexte de la conversation. Mais ça demande une oreille très attentive, parce que si je supprime trop de sons, les mots deviennent incompréhensibles. Exactement. C'est un équilibre subtil. L'idée n'est pas de supprimer des lettres de façon aléatoire, mais d'imiter le rythme naturel que les francophones utilisent. Dans des mots comme « je parle », « il chante » ou « nous aimons », la dernière voyelle peut être très légère. Cela donne l'impression que les mots glissent les uns dans les autres et c'est ça qui rend le français agréable à écouter. Donc, en fait, la fluidité ne dépend pas seulement de la prononciation correcte de chaque lettre, mais aussi de la façon dont on relie et allège certains mots à l'oral. Je pense que si je m'entraîne à écouter et répéter ces petites nuances, je pourrais vraiment améliorer la façon dont je parle. Oui, et pour progresser, il est utile de répéter des phrases entières à voix haute, comme dans les dialogues ou les podcasts français. Au fil du temps, ton oreille va s'habituer à ces voyelles finales atténuées et aux mots tronqués, et ton français sera beaucoup plus naturel et fluide. Il y a quelque chose d'autre qui me perturbe. Quand deux voyelles se suivent, parfois je ne sais pas si je dois les prononcer séparément ou les combiner. Par exemple, dans le mot « louer », je ne suis jamais sûr de dire « louer » ou « louer ». Et ça arrive souvent avec des mots comme « maison » ou « roi », où la combinaison des voyelles change le son global du mot. Oui, ce que tu décris concerne les diphtongues et la liaison entre voyelles. En français, certaines voyelles se combinent pour former un seul son, alors que d'autres restent séparées. Dans louer, par exemple, on prononce les deux voyelles distinctement, lou et. Mais dans roi, la combinaison OI forme un son unique, proche de wa. C'est pour ça qu'il est important de connaître ces combinaisons pour éviter les erreurs et prononcer les mots naturellement. Ah, je comprends. Donc, ce n'est pas seulement la lettre, mais la combinaison avec les voyelles voisines qui décide du son final. Et je suppose que ces règles ne sont pas toujours évidentes, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Par exemple, fouiller et couille se prononcent très différemment, même si les voyelles sont proches. Exactement. Et c'est pour ça que l'écoute est essentielle. Pour chaque combinaison de voyelles, il faut écouter des mots utilisés fréquemment et répéter. C'est un peu comme mémoriser des modèles sonores. Une fois que tu les connais, ton oreille les reconnaît automatiquement et tu n'as plus besoin de réfléchir à chaque mot. Donc, en résumé, pour améliorer ma prononciation, je dois non seulement travailler sur chaque lettre, les voyelles, les consonnes, les nasales, les liaisons et le rythme, mais aussi sur la manière dont les voyelles se combinent entre elles. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Oui, mais tout s'assemble progressivement. Chaque détail que tu maîtrises améliore ton français global. Les diphtongues et les liaisons entre voyelles sont comme les petites nuances qui rendent ton accent plus naturel. Avec de la pratique, ces subtilités deviennent automatiques et tu parles français de manière fluide, presque comme un natif. Il y a quelque chose qui me perturbe encore, les mots avec des consonnes doubles ou des lettres silencieuses à l'intérieur. Par exemple, quand je lis « appartement »,
ou battre, je ne sais jamais si je dois insister sur toutes les consonnes ou les simplifier. Et parfois je prononce le P et le T de manière trop forte, et ça sonne artificiel. Oui, c'est un problème très fréquent. En français, certaines consonnes doubles ne changent pas forcément la prononciation, contrairement à d'autres langues où elles se prononcent clairement. Dans appartement, le double P ne change rien à la prononciation. On dit simplement appartement. Mais dans battre, le double T marque un arrêt plus net au milieu du mot et il faut bien le sentir. D'accord, donc ce n'est pas systématique. Certaines doubles lettres influencent le son, d'autres non. Et puis, il y a les lettres silencieuses à l'intérieur des mots, comme dans fin ou temps, où le M ou le P n'est pas prononcé de manière classique. Je me trompe toujours à ce sujet. Exactement. Les lettres silencieuses à l'intérieur des mots existent pour l'orthographe et l'origine du mot, mais elles ne se prononcent pas à l'oral. C'est pour ça que dans temps, tu dis juste temps, et dans fin, tu dis fin. La meilleure stratégie est de mémoriser les mots courants avec leur prononciation correcte et de répéter souvent. Ton cerveau finit par enregistrer la bonne version, même si l'écrit est trompeur. Oui, je comprends mieux maintenant. C'est un peu comme un jeu. Il faut savoir quelles lettres sont réelles à l'oral et quelles sont juste écrites. Et plus je pratique, plus ça devient automatique. Exactement. Avec le temps, tu ne penses plus à chaque lettre, tu prononces directement comme un natif. Les consonnes doubles et les lettres silencieuses sont simplement des détails qu'on intègre progressivement grâce à l'écoute et à la répétition. Un autre point qui me dérange souvent, ce sont les accents. Il y a l'accent aigu, grave, circonflexe. Je ne sais jamais vraiment comment ils changent la prononciation d'un mot. Par exemple, « est » dans « été » ou « est » dans « père » se prononce différemment et je me trompe très souvent. Oui, les accents sont très importants parce qu'ils peuvent complètement changer le son d'une voyelle et parfois même le sens du mot. L'accent aigu « et » se prononce comme un son fermé, assez clair, comme dans « été », tandis que l'accent grave « est » s'ouvre légèrement, comme dans « père ». Et puis il y a l'accent circonflexe « est » qui peut se prononcer comme « est » dans beaucoup de mots, mais qui peut aussi indiquer une lettre qui a disparu dans l'orthographe historique, comme dans « forêt ». Ah oui, et je suppose que ça influence aussi le rythme de la phrase. Si je prononce mal l'accent, ça sonne bizarre et les gens me corrigent. Je remarque que dans certains mots, la différence entre « est » et « est » est subtile, mais elle change complètement le mot et sa compréhension. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut écouter attentivement et répéter. Les accents ne servent pas seulement à l'orthographe, ils indiquent comment la voyelle doit être prononcée et parfois même où placer l'accent tonique. Avec un peu de pratique, tu vas rapidement entendre la différence et prononcer correctement. Donc, la clé est vraiment l'écoute et la répétition. Je devrais peut-être me créer une liste de mots courants avec leurs accents et m'entraîner à les prononcer tous les jours pour que mon oreille et ma bouche s'habituent à ces nuances. Exactement, c'est une excellente méthode. Et avec le temps, ça devient automatique. Une fois que tu maîtrises les accents, ton français devient plus précis, plus naturel et plus facile à comprendre pour les natifs. Il y a quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre. Certaines syllabes semblent disparaître quand les Français parlent rapidement. Par exemple, dans le mot « intéressant », je prononce toutes les syllabes distinctement. In-té-ré-sant. Mais à l'oral, ils disent quelque chose comme « intéressant » et ça devient plus fluide. Oui, c'est un phénomène très courant. Les syllabes muettes existent souvent à l'intérieur des mots ou à la fin. Elles permettent de rendre la langue plus rapide et plus agréable à l'oreille. Dans « intéressant », par exemple, le double « et » et la dernière syllabe sont légèrement atténués, ce qui donne ce son fluide que tu entends. D'accord, donc ce n'est pas que je me trompe, mais simplement que je prononce trop toutes les syllabes à l'écrit, alors qu'à l'oral, certaines disparaissent ou s'allègent. C'est un peu un raccourci que les natifs utilisent pour parler plus naturellement. Exactement. Et c'est très important de s'y habituer. Parce que si tu prononces toutes les syllabes trop fortement, ton français paraît robotique ou artificiel. La clé, c'est d'écouter des phrases entières et de répéter à voix haute en essayant de reproduire cette fluidité. Donc la technique consiste à entendre la version naturelle, à identifier les syllabes qui disparaissent ou s'allègent et à les intégrer dans ma prononciation. Ça demande beaucoup de concentration, mais je sens que c'est essentiel pour parler comme un natif. Oui, et à force de répétition, ton oreille s'adapte et tu finis par prononcer ces syllabes muettes naturellement. C'est un des secrets pour que ton français soit fluide, agréable à écouter et compréhensible pour tout le monde. Tu sais, même avec tout ce qu'on a appris, je me rends compte que je fais encore beaucoup d'erreurs avec certaines voyelles et consonnes qui se ressemblent.
Par exemple, je confonds souvent et est, ou et u. Et pour les consonnes, je mélange S et Z parfois, surtout quand elles sont entre deux voyelles. Oui, c'est très courant chez les apprenants. Les sons proches ou voisins sont difficiles à distinguer parce que notre oreille n'est pas encore habituée. Pour les voyelles, par exemple, ou comme dans fou est très différent de u comme dans lune. Mais à l'oreille d'un débutant, ça peut sembler presque identique. Il faut pratiquer beaucoup pour les différencier. Et pour les consonnes, c'est pareil. Entre S et Z, ou entre D et T, je me trompe souvent quand je parle vite. Même si je sais la règle, ma bouche ne suit pas toujours. Parfois, ça change le sens du mot, et c'est frustrant. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que la répétition et l'écoute active aident énormément. Par exemple, tu peux créer des paires de mots qui se ressemblent et les répéter. Lune, loun, sac, zac, dou, du. En les comparant, ton oreille va progressivement distinguer chaque son et ta prononciation va s'améliorer. Oui, je vois. Donc c'est une question de sensibiliser mon oreille et de rééduquer ma bouche pour qu'elle produise le son juste, même dans des mots qui se ressemblent beaucoup. Ça demande beaucoup d'attention, mais je comprends que c'est essentiel pour parler correctement. Exactement. Avec le temps, ces erreurs diminuent naturellement. Et plus tu écoutes, répètes et compares, plus tu vas prononcer correctement les sons proches sans même y penser. C'est un entraînement qui demande de la patience, mais les résultats sont très satisfaisants. Il y a encore quelque chose qui me trouble parfois, certaines combinaisons de lettres qui sont rares ou piégeuses, par exemple des mots comme œil, phoque ou coquelicot. Je ne sais jamais comment les prononcer correctement du premier coup et ça me fait hésiter. Oui, ces combinaisons sont souvent un piège pour les apprenants parce qu'elles ne suivent pas toujours les règles générales de prononciation. Par exemple, œil se prononce œil, ce qui n'a pas d'équivalent direct dans beaucoup d'autres langues. Phoque se prononce comme phoque, alors que visuellement, tu pourrais penser à quelque chose de très compliqué. Et coquelicot garde la prononciation régulière, mais il faut bien articuler les syllabes pour que ça reste clair. Ah oui, je comprends. Donc parfois, il ne suffit pas de connaître les règles, il faut aussi mémoriser certaines exceptions et pratiquer. Mais comment je peux m'entraîner à ces mots rares sans m'y perdre ? La meilleure méthode, c'est d'écouter ces mots dans des phrases ou des dialogues naturels et de les répéter régulièrement. Tu peux aussi créer des listes de mots piégeux et les lire à voix haute, lentement au début, puis plus rapidement. L'important, c'est que ton oreille s'habitue et que ta bouche apprenne les gestes précis pour chaque mot. Oui, ça me rassure un peu. Donc ce n'est pas impossible. C'est juste une question de pratique et de répétition, et plus je m'expose à la langue dans des situations réelles, plus ces combinaisons difficiles deviendront naturelles. Exactement. Et tu verras, même si certaines combinaisons paraissent étranges au début, après un certain temps, elles deviendront intuitives. C'est comme un entraînement musculaire pour ta bouche et ton oreille, et ton français gagnera beaucoup en fluidité et en naturel. Il y a encore un problème qui me bloque parfois, certaines phrases avec beaucoup de sons qui s'enchaînent rapidement. Par exemple, quand j'essaye de dire « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ?» Je me perds complètement et ça devient un vrai casse-tête. Oui, ce genre de phrase est très difficile pour les débutants, mais c'est un excellent exercice pour entraîner la bouche et l'oreille. Ces enchaînements rapides combinent les consonnes et les voyelles de manière continue, et si tu t'arrêtes trop ou si tu prononces chaque son trop fort, ça casse la fluidité. Donc la clé, c'est de parler plus doucement au début et de répéter la phrase plusieurs fois jusqu'à ce que les sons s'enchaînent naturellement. Exactement. Commence lentement, syllabe par syllabe, puis enchaîne les mots progressivement. Tu peux aussi marquer les pauses naturelles, respirer au bon endroit et peu à peu augmenter la vitesse. À force de répétition, ta bouche s'adapte aux enchaînements rapides et tu finis par prononcer la phrase comme un natif. Ah, je vois, c'est comme un entraînement de gymnastique pour la bouche et la langue. Plus je pratique ces phrases complexes, plus mon français devient fluide, et moins je me trompe dans la prononciation. Exactement. Ces phrases difficiles sont des défis, mais elles permettent d'intégrer toutes les règles que nous avons vues. Voyelles, consonnes, liaisons, intonations, syllabes muettes et rythmes. Avec de la pratique, tu seras capable de parler français plus naturellement et avec confiance. Après tout ce qu'on a vu, je me rends compte que parler français correctement demande beaucoup d'attention à la prononciation, aux lettres, aux sons nasaux, aux liaisons, à l'intonation et au rythme. Parfois, ça me semble énorme et un peu décourageant. Oui, c'est beaucoup d'informations au début, mais il ne faut pas se décourager. Chaque point que nous avons abordé est un petit pas vers un français plus naturel.
L'important, c'est d'intégrer ces éléments progressivement, un après l'autre, et de pratiquer régulièrement. Donc la clé, c'est l'écoute, la répétition et la patience. Même si je fais des erreurs au début, c'est normal, il faut persévérer. Exactement. Il faut aussi ne pas avoir peur de parler, même si ce n'est pas parfait. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Plus tu t'exprimes, plus ton oreille et ta bouche s'habituent à la langue, et plus tu progresses rapidement. Et tous les détails que nous avons vus, lettres muettes, sons nasaux, diphtongues, liaisons, rythme, intonation, finissent par se combiner et rendre mon français beaucoup plus fluide et naturel. Oui, et si tu écoutes beaucoup de français authentique, dialogues, chansons ou podcasts, et que tu répètes régulièrement, ces subtilités deviendront automatiques. Au final, tu parleras avec plus de confiance et ton accent sera beaucoup plus proche de celui d'un natif. Merci pour tous ces conseils. Je me sens motivé pour continuer à m'entraîner et progresser chaque jour. Je comprends maintenant que la prononciation française est un processus graduel, mais que chaque effort compte. Exactement. Et souviens-toi, la patience et la pratique sont tes meilleurs alliés. Avec du temps et de la persévérance, tu maîtriseras toutes ces nuances et ton français sera clair, naturel et agréable à écouter.